Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va présenter le cours du kyste hydatique. Mais avant de commencer, je vais vous demander d'abonner ma chaîne pour que je puisse aider le maximum des étudiants. Et on commence. C'est une zoonose qui est due à un parasite qu'on appelle Taenia echinococcus granulosus. C'est une pathologie qui est fréquente, qui est bénigne, mais qui peut être maligne par sa dissémination. La dissémination est faite par la forme larvaire ou bien embryonnaire du kyste hydatique. Les localisations les plus fréquentes par ordre sont présentées par le foie, puis les poumons, puis la rate. Ce qui explique la nécessité de chercher toujours une deuxième localisation. La structure du kyste hydatique présentée par, il comporte 3 membranes, une membrane interne ou bien proligère, une autre moyenne ou bien cuticule et une autre externe ou bien l'adventice, ou bien le périkyste qui est en fait formé du parenchyme hépatique. Et pour ne pas oublier, le contenu du kyste hydatique est présenté par un liquide transparent et des vésicules. Pour l'évolution du kyste hydatique, on distingue 3 stades. Le premier est présenté par le kyste sain ou bien jaune, qui est univésiculaire et qui comporte beaucoup de liquide ou bien un liquide qui est abondant. Et pour le deuxième stade, c'est techniquement le contraire. Celui-là est sain et celui-là est malade. Celui-là est jeune et celui-là est vieilli. Et ça comporte plusieurs vésicules filles et moindre de liquide. Donc c'est pratiquement le contraire. Avec une fistule biliokystique FBK, c'est-à-dire l'établissement d'une communication entre le kyste hydatique et la vésicule biliaire. Le troisième stade est présenté par le kyste inévolué. Pourquoi il est inévolué? Parce qu'il est calcifié. Donc il est caractérisé par la calcification du périkyste. Pour le cycle de dissémination. D'abord, le chien, qui est l'hôte définitive, va contaminer les aliments avec ses selles. Si les herbivores, comme les moutons, les vaches, etc., se nourrissent des aliments, ils vont être infectés. Donc, logiquement, leurs abats vont être également infectés. Le mot abat veut dire viscères type poumon, foie, rate, c'est-à-dire les organes concernés par cette maladie. Et si des autres chiens qui ne sont pas infectés vont se nourrir de ces abats infectés, ils vont être infectés et ce cycle vicieux se répète. On va expliquer qu'est-ce que c'est un hôte définitif, un hôte intermédiaire et un hôte accidentel. Pour l'hôte définitif, c'est l'hôte qui héberge les formes adultes, responsable de la reproduction, tandis que l'hôte intermédiaire est celui qui comporte des formes larvaires qui sont non reproductives mais qui vont se multiplier. Et pour l'hôte accidentel qui est présenté par l'homme, dans ce cas, est celui qui, ou bien qu'on peut dire, il est normalement non infecté, c'est-à-dire c'est un hôte qui est inhabituel. Le parasite vit normalement dans un hôte autre que ça, mais cet hôte a été accidentellement infecté. Alors, on peut synthétiser 2 choses de ce schéma. La première est présentée par les formes de contamination. L'homme peut être contaminé soit directement par le chien qui est l'hôte définitive ou bien indirectement par les aliments qui sont tués. La deuxième chose à synthétiser est présentée par les procédures de prévention qui sont présentées par la surveillance des moutons et leurs abats, par les brûler s'ils sont infectés au lieu de les jeter n'importe où. Il faut également tuer les chiens, malgré que je ne suis pas pour, mais bon. Donc, il faut également tuer les chiens infectés et bien laver les animaux.
Donc voilà. La clinique se caractérise par une latence symptomatique et un développement qui est lent, qui peut se révéler par la dyspepsie. C'est quoi la dyspepsie? C'est la sensation de pesanteur, c'est-à-dire de trop-plein ou bien de ballonnement accompagné d'éructation ou de douleur au-dessus l'ombilic. Il y a un cours spécial pour la dyspepsie. Ou bien des douleurs de l'hypocondre droit, ou bien la migraine, l'urticaire. L'urticaire est une affection cutanée, donc voilà, qui se caractérise par une rougeur. Ou bien hépatomégalie. Sinon, que des épisodes fébriles isolés. Donc, pour la clinique, d'abord, le patient ne présente rien. C'est ça, qu'est-ce que ça veut dire une latence symptomatique. Mais avec le temps, il peut développer des symptômes qui sont présentés par ces symptômes ou bien que ça. Donc voilà. Pour la paraclinique, commençons par la biologie. Souvent, la sérologie hydatique est positive ou bien la réaction immuno-enzymatique est positive. Qu'est-ce que ça veut dire la sérologie hydatique? Parce que c'est techniquement l'examen biologique le plus important. La sérologie hydatique positive veut dire qu'on a trouvé des anticorps dirigés contre le kyste dans le corps de ce patient. C'est ça la réaction sérologique hydatique positive. Donc ça prouve que ce patient présente le kyste hydatique ou bien a le kyste hydatique. Sinon, autre que ça, on peut marquer une hyperéosinophilie. L'abdomen sans préparation est le deuxième examen. Les aspects qu'on peut percepter sont la déformation du pôle diaphragmatique droit, image en coucher de soleil si le kyste refoule la coupole. Donc on peut imaginer que si le kyste est localisé à ce niveau-là et il va refouler le diaphragme, on va voir quelque sorte une image ou bien sous forme de coucher de soleil. Donc voilà, c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire cette expression. Opacité homogène unique, comme celle-ci. Calcification arrondie et régulière si ancienne. Donc une calcification qui va être irrégulière si elle est ancienne. Donc on peut avoir tous ces aspects. Image en brioche dans le profil, bien sûr le profil du foie. Et image hydroaérique si le kyste est infecté. C'est-à-dire il y a un niveau qui va séparer l'air et le liquide à l'intérieur du kyste. Attendez, je vais faire un petit schéma. Donc c'est ça le kyste. On va voir un niveau hydroaérique, c'est-à-dire qui va séparer le liquide qui est là et l'air qui est là. Et en fait, l'air était résultant de cette infection à l'intérieur du kyste. C'est pour cela on va avoir une image hydroaérique si le kyste est infecté. Pour l'échographie, on va commencer par la systématisation du foie qui va nous orienter vers la localisation précise du kyste hydatique et les rapports anatomiques possibles. Donc, si le kyste hydatique se trouve dans le lobe numéro 1, 5 ou 6, on est dans le foie droit. Si le kyste hydatique se trouve dans le lobe de 3 ou 4, on est dans le foie gauche. S'il se trouve dans le lobe 4 ou 5, on est près de la vésicule biliaire. Et s'il est trouvé dans le lobe 7 ou 8, on est près de la voie biliaire principale VBB. L'échographie indique le nombre, la nature et le siège des lésions, c'est-à-dire des kystes hydatiques. La lésion paraît comme une image arrondie ou bien calcifiée en échographie et l'écho ne peut pas visualiser les kystes dont le diamètre est inférieur à 2 cm. À la base des données
de l'échographie ou bien qu'on a pu extraire de l'échographie, on peut faire une classification qu'on appelle la classification de Harvey. Elle présente 4 stades. Le premier stade est le kyste sain. L'image va être arrondie. Donc, il n'y a qu'une image arrondie. C'est ça le premier stade. Le deuxième stade, on va voir la même image, mais avec une membrane qui est parcellaire, c'est-à-dire qui est divisée en plusieurs parties, qui comporte des mini-parties. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire une membrane qui est parcellaire? Pour le troisième stade, on va avoir une image en nid d'abeille. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs vésicules. Donc, c'est correspondant à ce qu'on appelle le kyste multivésiculaire. Pour le quatrième stade, il comporte donc un aspect qui est pseudo-tumoral, expliqué par un contenu qui est solide et hétérogène. Et pour le cinquième stade, l'aspect du kyste va être calcifié. Je vais vous donner une astuce. Donc, d'ailleurs, on a parlé ici de 3 stades en ce qui concerne l'évolution du kyste hydatique. Donc, on a parlé généralement de l'évolution du kyste hydatique présentée par 3 stades. Le premier est le même que le premier de Harvey. Le deuxième est le même que le troisième de Harvey et le troisième est le même que le cinquième de Harvey. Donc, pratiquement, on a déjà parlé de ces stades. Donc, stade 1, 3, 5. Pour le deuxième et le 4, sont que des stades qui sont plus précis, qui présentent l'évolution du premier vers le troisième et du troisième vers le cinquième. Donc, j'espère que ça sera utile. Pardon pour le bruit qui me dérange également, mais qu'est-ce que je peux faire? Bref, j'ai dit que j'espère que cette astuce va être utile pour bien retenir ces stades. Pour le scanner, l'intérêt est dans la détermination des kystes dont le diamètre est inférieur à 2 cm, c'est-à-dire les kystes que l'échographie ne peut pas préciser ou bien ne peut pas déterminer. La deuxième chose à savoir, c'est que le scanner élimine le cancer en cas d'un aspect pseudo-tumoral, c'est-à-dire en cas de suspicion tumorale. Le scanner est indiqué en préopératoire. Pourquoi? Parce qu'il nous apporte un bilan lésionnel plus précis que celui de l'échographie. Autre que le nombre et le siège, il va nous donner des informations sur les rapports du kyste hydatique avec les voies biliaires, la vésicule biliaire et les gros vaisseaux. La scintigraphie est indiquée pour faire un diagnostic différentiel avec le cancer et pour l'étude du retentissement du kyste sur le parenchyme hépatique. L'artériographie nous aide à savoir s'il y a des rapports avec les vaisseaux et pour l'IRM, il est indiqué surtout en cas d'une complication biliaire, c'est-à-dire fistule bilokystique, qu'on voit bien qu'on observe dans le troisième stade selon la classification de Harvey. Il est important à garder en tête que le diagnostic positif se pose à la base de l'imagerie médicale, surtout la radio, le scanner, l'échographie et la sérologie hydatique positive. Et pour les complications, il y a des complications mécaniques présentées par la rupture ou bien la compression du kyste hydatique et d'autres non mécaniques présentées par l'infection. Donc, on peut avoir un syndrome infectieux présenté par la fièvre, les frissons, les douleurs, la CNI et qui peut se développer vers une suppuration. On commence par la rupture. Elle est fréquente dans la vésicule biliaire, mais surtout dans les voies biliaires, réalisant ainsi le syndrome d'évacuation. C'est quoi ce syndrome d'évacuation exactement? Le syndrome d'évacuation veut dire tellement le contenu kystique est évacué par les voies biliaires, la bile n'est plus évacuée normalement. D'une autre façon, elle est mal évacuée. Mal évacuée veut dire stagner, ce qui va engendrer l'ictère. Voilà.
C'est ça, qu'est-ce que ça veut dire? Le syndrome d'évacuation. Et pour la sténose d'Oddi, le sphincter d'Oddi est le sphincter qui se trouve à la partie terminale de la voie biliaire principale. Il peut être sténosé ou bien plus particulièrement bloqué par les vésicules résultant de la rupture du kyste dans cette voie. D'accord? Donc c'est ça. Le kyste hydatique peut être rupturé dans le péritoine, réalisant ainsi un tableau de péritonite, et la rupture peut être également intravasculaire. Pour la compression, le kyste hydatique peut comprimer les voies biliaires, réalisant ainsi l'ictère. Il peut comprimer la veine porte et engendrer l'hépatomégalie plus l'acide. Il peut comprimer l'artère et causer donc une nécrose due à une mal-irrigation tissulaire. Il peut également comprimer la veine suprahépatique, réalisant le syndrome de Budd-Chiari. On va détailler ça dans les cours prochains, si Dieu le veut. Pour le traitement est chirurgical avec quelques indications du traitement médical présenté par un sujet qui est non opérable, c'est-à-dire un sujet qui est âgé ou bien qui est incapable de subir l'anesthésie, la polykystose ou bien l'hydatidose. Et lorsqu'il s'agit d'un kyste qui est inférieur ou bien dont le diamètre est inférieur à 5 cm, dans ce cas-là, le traitement médical est efficace. Donc, pourquoi on va faire un traitement chirurgical? C'est ça le point ici. Donc, j'ai dit un kyste dont le diamètre qui est inférieur à 5 cm est univésiculaire. Non seulement inférieur à 5 cm, il doit être également univésiculaire dans le stade 1 ou 2 de Harbi. Dans ce cas, le traitement médical est efficace, comme j'ai dit. Ou bien avant l'opération. Donc, tout ça présente les indications du traitement médical qui est le traitement accessoire. Donc, le traitement principal est le traitement chirurgical et le traitement accessoire est le traitement médical. Les buts du traitement chirurgical sont l'évacuation totale du parasite, le traitement de la cavité résiduelle, la vérification de l'intégrité de la perméabilité des voies biliaires, artères et veines avec le traitement des lésions associées des complications. Le traitement chirurgical comporte deux parties. Il y a le traitement du parasite. Ça sera par la stérilisation du parasite par une solution hypertonique, par exemple une solution qui est très salée, et l'eau oxygénée. Et pour le traitement de la cavité résiduelle, il y a deux types. Le premier est conservateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons que c'est le foie, il y a un kyste ici. Voilà, il y a un kyste ici. On va juste sectionner cette partie. On va bien sûr enlever les cuisses, mais on va garder cette partie du parenchyme hépatique, d'accord? Donc, on va enlever le kyste, bien sûr, mais on ne sectionne pas cette partie du parenchyme hépatique afin de la conserver. C'est ça le but du traitement conservateur. Et pour le traitement radical, c'est l'arrachement et l'action d'enlever le kyste avec ses racines. Par exemple, pour périkystectomie, on va enlever tout ça avec le parenchyme hépatique qui entoure le kyste, d'accord? Et pour la périkystosection, c'est de sectionner une partie du foie de part et d'autre du kyste hydatique. Et pour l'hépatectomie, donc c'est par exemple, supposons qu'il y a un kyste hydatique ici, on va faire l'ablation de la partie du foie qui englobe le kyste hydatique. Donc c'est ça l'hépatectomie. Des notes. Quand est-ce qu'on dit que le kyste est guéri? C'est lorsque le diamètre est inférieur à 3 cm. C'est lorsque la chirurgie hydatique, bien sûr, est négative. Et c'est lorsque le kyste est calcifié, donc inévolué. Voilà. Le pronostic est dépendant de quoi exactement? Il dépend tout simplement du nombre des kystes et du siège des lésions. Voilà.
Donc c'est tout pour le kyste hydatique. J'espère que ce sera facile et clair pour vous. N'oubliez pas de faire un petit like, subscribe pour m'encourager. Et si vous avez des questions ou bien des critiques constructives, n'hésitez pas de les laisser dans les commentaires. Je vous souhaite le très 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 bon courage comme d'habitude et à la prochaine.